avantagé. Il faut arrêter de penser qu'on a dit que la philosophie ne connaît aucune vérité. C'est faux. Mais la différence entre le philosophe, le mythologue, le religieux, c'est que le philosophe, il peut croire à des vérités religieuses, à des vérités politiques, à des vérités sociales, à des vérités culturelles. Mais après avoir réfléchi mûrement, comme nous l'achète. Si vous êtes silencieux, c'est pas que vous avez compris. Et on pense qu'il y a lieu de tourner le dos aux activités intellectuelles pour les substituer à des activités de type scientifique. Mais je dis au XXe, XXIe siècle, avec l'avènement maintenant des erreurs sans cesse rectifiées de la science, on se rend compte qu'il vaut mieux retourner à la case départ, c'est-à-dire cultiver cette humilité que le père de la philosophie a cessé d'enseigner, parce qu'en matière de savoir, on ne peut pas avoir une connaissance exacte, sûre et certaine, mais il faut toujours progresser tout en rectifiant ses erreurs pour reprendre l'expression de Bachelard. Voilà un peu une question très vague, très générale, que je ne peux pas évacuer de façon globale, mais qui me permet de rebondir sur une autre question qui est directement en rapport. C'est le rapport qu'ils ont posé entre objectivité et subjectivité. Vous voyez, les questions ne sont pas complètement séparées. Alors, lorsque vous prenez la philosophie, je dis humilité philosophique, parce que reconnaissant que l'homme est un être incapable de savoir quoi que ce soit, dès lors que le savoir est ambiant et fructifiant, vous ne pouvez pas être sûr de quelque chose. C'est-à-dire ce que dit Hegel, cette devise que vous avez et qui peut d'un jour à l'autre ou bien d'une examiné par l'auteur dans le texte. Ce problème, il faut le formuler comme une question, qu'on appelle la question philosophique. Parce que dans tout texte, un philosophe soulève une question. Dans tout texte, un philosophe essaie de prendre en charge une question précise. Si dans un texte, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question, ce n'est pas un texte. La philosophie s'intéresse d'abord à une question, à des problèmes. Donc, après l'idée générale, je dirais donc, repérer la question à laquelle l'auteur tente de répondre dans le texte. C'est la deuxième phase. Dans la troisième phase, vous allez dégager le point de vue de l'auteur, ce qu'on appelle la thèse de l'auteur. Certains disent thèse d'un texte ou thèse de l'auteur, mais c'est la même chose. En tout cas, c'est le point de vue que l'auteur adopte dans le texte. Parce que dans tout texte, de la même manière que l'auteur, n'est-ce pas, il traite d'une idée générale bien précise, de la même manière qu'il soulève, qu'il étudie une question précise, et de cette même manière, l'auteur prend position par rapport au thème qu'il est en train de développer. Ce texte de M. Kandji parle des rapports entre la philosophie et la religion. Ça, c'est de manière générale ce dont il traite dans son texte. Question philosophique. La question examinée par l'auteur dans ce texte est de savoir d'où vient le conflit entre la philosophie et la religion. Thèse de l'auteur, c'est-à-dire quelle est la position que l'auteur adopte avant de commencer par rapport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est étonné de voir des élèves qui, le jour de l'antécédent, 5 minutes après la distribution des épreuves, ils ont déjà rempli une introduction. Ce sont d'habitude ces genres de candidats qui se rendent compte à 5 minutes, n'est-ce pas, de midi, ils ont fait hors sujet dans le religion. On préfère plutôt les élèves qui, après qu'ils ont en main les épreuves, on préfère que l'élève passe 1 heure à lire et à essayer de mettre en évidence, c'est-à-dire à souligner les termes qui paraissent le plus importants. Mais par habit de langage, on dit terme clé ou bien mot clé. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas cette notion de mot clé dans un sujet. Dans un sujet, tous les mots sont clés, même les virtudes sont clés, et même les clés sont clés. Parce que nous sommes sur clés. Alors, quand vous allez relire encore, essayez de repérer
Essayez de repérer les mots de liaison. Mais donc, cependant, néanmoins, le fondamental du hors développement, c'est quoi? Faire un développement dépend. Faire la première partie du développement dépend du nombre de parties qu'il y a dans le plan. Si dans le plan, il y a 3 parties, il y a 3 idées, le religieux, par sa foi aveugle, ne saurait adhérer à la critique philosophique. Comme il y a 3 idées, je dirais enfin, 3e indicateur sans quoi. Les rapports entre philosophie et religion sont aussi à envisager en termes de compatibilité entre foi et raison. Ça veut dire que donc, dans votre plan, vous avez montré qu'il y a 3 idées. Et donc, ne faites pas les genres de plans, les plans, donc, comme vous le faites en géographie ou bien en français, de la ligne 1 à la ligne 14, 2 points, ça, de la ligne 14 à la ligne 17, 2 points, ça, etc. etc. Moi, quand je rencontre ça au baccalauréat, je ne dis pas de ça. Je dis que ça, ce n'est pas un travail intellectuel. Vous avez mis 3 idées dans votre plan. Dans le développement, dans la première partie, parce que le développement a 2 parties, l'explicitation des idées et la discussion. Qu'est-ce qu'on explicite? Qu'est-ce qu'on rend plus clair? Les différentes idées contenues. Sa première idée, c'était qu'il y a opposition entre philosophie et science, entre philosophie et religion, et cette opposition est une opposition de démarche. Vous allez clarifier cette idée dans un paragraphe. Mais il ne s'agit pas de parler de l'opposition de démarche entre philosophie et religion tout en laissant le texte à côté. Donc, si vous la faites, vous êtes en train de faire une dissertation du texte. Vous allez revenir au paragraphe où il dit qu'il y a opposition de démarche entre philosophie et religion. Quand vous revenez au paragraphe, il y a des termes, des mots ou bien des... Le problème de l'art, c'est parce que l'art fait vraiment problème. Celui qui sait chanter se fait appeler artiste. Celui qui sait danser se fait appeler artiste. Celui qui fait la sculpture, il est artiste. Alors Bergson demande qui est artiste. Alors vous voyez que c'est une invite à réfléchir sur le véritable artiste. Donc il y a un problème dans le milieu des arts. Alors on parle de la philosophie de l'art. Donc si on parle aujourd'hui d'épistémologie, de bioéthique, qui sont des branches de la philosophie qui réfléchissent sur certaines pratiques, c'est parce qu'il y a problème. Donc la philosophie de l'art veut repenser l'art, redéfinir l'art ou donner une nouvelle orientation à l'art et dire qui est vraiment l'artiste. Donc quand on vous donne le cours sur l'art, il y a d'abord 3 choses à retenir. L'art comme imitation, l'art comme création, et enfin, art comme dévoilement au lieu d'inspiration. Mais quelle inspiration? On va y revenir. Je vous prends. Donc voilà comment il faut comprendre. L'art comme imitation, art comme création, art comme dévoilement ou inspiration. Dans l'état que nous sommes libres, que chacun doit se payer le luxe de faire ce que bon lui semble au nom de sa liberté. Il n'est pas dit maintenant que nous, citoyens, nous évoluons dans un état où il y a des institutions, où nous contribuons même à élire ces hommes, que nous nous payons le luxe de faire ce que nous voulons. Quand on est dans un état régi par des règles, nous devons être les premiers à respecter ces règles parce que tout citoyen a d'abord des devoirs avant d'exiger des droits. Et le premier devoir, le plus civique et le plus élémentaire d'un citoyen, c'est de respecter la loi, c'est de respecter les institutions, c'est de se soumettre et d'obéir les autorités qui gouvernent ces institutions. Donc nous n'avons pas, au nom de notre liberté, à vouloir fouler au pied l'ordre sans lequel l'État risque de basculer dans l'anarchie et le désordre. Et au nom de la préservation de l'ordre, nous devons tous nous soumettre et obéir à l'État, à son autorité, à ceux qui l'exercent. Nous devons les respecter jusqu'à ce que ces dernières, les autorités, dévient de la trajectoire principielle qui régit le fonctionnement et le fondement de l'État pour que maintenant le droit de résistance nous revient comme un impératif. Le sujet, doit-on toujours obéir aux lois ou a-t-on le droit de ne pas obéir aux lois revient, ou bien un vrai citoyen peut-il se prévaloir de son droit de résistance? Oui. Tant que les hommes d'État respectent les principes qui régissent le fonctionnement de cette institution, nous devons nous soumettre, nous devons obéir, nous devons respecter. Mais dès lors qu'eux-mêmes, ces hommes-là, défient de la trajectoire, ne respectent plus la loi,
nous n'avons plus le devoir, non seulement de les respecter ou de les obéir, mais nous avons le droit, nous avons l'obligation, l'impératif catégorique de nous rebeller et de résister. C'est pourquoi je vous dis là, pour éclaircir un peu, Oui. je dis nous devons obéissance à l'État, que si l'État garantit la liberté, assure la sécurité et l'épanouissement. Il dit si l'État use et abuse du contrat social qui lui est confié, il dit le contrat est rompu et la désobéissance devient un devoir. Et s'il est le premier à rompre le contrat, nous ne devons plus non plus hésiter à rompre. Non seulement nous devons rompre, mais nous devons contribuer à rétablir l'ordre. Parce que c'est nous-mêmes qui contribuons à faire de ces hommes d'État ce qu'ils sont. Je dis, on dit souvent, tout ce que l'État est, il le doit au peuple. Il dit non, on devait dire le contraire. Tout ce que l'État est, il le doit naïvement, à la naïveté, j'allais dire, du peuple. Il dit tout ce que nous sommes, nous le devons à l'État. On dit non, il faut dire tout ce que l'État est, il le doit à la naïveté du peuple. Car c'est le peuple qui se laisse souvent abuser, tromper par ces mêmes hommes d'État. Au départ, ils n'étaient rien. Nous avons contribué à les installer là où ils sont. Et après, nous avons croisé les bras pour qu'ils reviennent pour nous imposer une dictature qui vient d'où? Mais leur autorité, c'est nous. Leur force, leur pouvoir, c'est nous. Donc nous devons veiller, nous ne devons pas leur laisser le soin. Et c'est justement cela. Très bien, j'adore. Steven Essel, il a été le magnifique indigné. Il faut qu'on s'émie. Il faut qu'on s'émie. Il faut qu'on se lève, qu'on se batte, qu'on arrache justement le pouvoir. Parce que c'est nous qui sommes les dépositaires du pouvoir. Très bien. Eux, ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Mais où est-ce qu'ils tirent le pouvoir? C'est nous. Donc la résistance. Un autre ouvrage, très bien, un philosophe italien, Gramsci. Il a écrit un magnifique ouvrage intitulé Je hais l'indifférence. Je hais l'indifférence. Je hais Ne soyons l'indifférence. pas indifférents. Ne soyons pas insensibles. Levons-nous, battons-nous, arrachons le pouvoir. Alors, Parce que le pouvoir n'est pas leur pouvoir, le pouvoir est le pouvoir du peuple. Parce que rappelez-vous, c'est le peuple qui s'était réuni, Très qui bien. avait élaboré les lois qu'il y avait dans le contrat social, et c'est le peuple qui avait confié le contrat social Ouais, à l'autorité. ouais. C'est le peuple aussi qui a choisi parmi eux donc une autorité politique qui lui a confié le contrat social. Et par le contrat social, j'entends trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé. En sorte que chacun s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre. C'est mon maître, c'est lui qui m'a amené à Sorano. Quand je m'apprêtais à lire mon discours, il me dit Kandji, aujourd'hui, il n'y a pas de discours. On va faire la théâtralisation de la philosophie. C'est pourquoi j'ai beaucoup adoré et je comprends bien ce style. Et voilà comment ça doit se faire dans une synthèse de philosophie. C'est dans l'instantanéité et dans l'improvisation que les véritables artistes de la philosophie se révèlent. Et je dis, si la philosophie est un art, les artistes sont très rares. Et il faut les compter parmi ceux qui sont là sur ce plateau. Alors, je dis donc, il y a interaction. Mon collègue Ake a cité tout à l'heure Karl Raymond Popper. C'est vrai, on le soupçonne. J'ai une fois cité ça devant un de nos professeurs Ousmane Gueye. Il dit, oh, Kandji, celui-là, il est plus épistémologue, hein, Karl Raymond. Parce qu'on ne le connaît pas trop. Dans conscience et inconscient, on ne le connaît pas trop, mais il est partout, Raymond Popper. Il y a un beau texte qu'on a une fois donné à l'examen au bac, un texte très dialectique, où il dit la corresponsabilité entre le gouvernement et les citoyens. Très bien. Les gouvernements doivent surveiller les citoyens pour éviter que ces derniers n'exagèrent un peu de l'expression de leur liberté. Parce que si vous êtes dans un État et que vous dites aux citoyens, nous sommes en démocratie, vous êtes libres. Mais ces citoyens ne savent pas les limites de la liberté, ils auront tendance à en abuser. Donc, l'État doit surveiller les citoyens pour que ces derniers n'abusent pas de la liberté. En retour, les citoyens doivent surveiller l'État pour que ce dernier n'abuse pas de son pouvoir. Parce que si nous leur donnons tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, et que chacun retourne à son lieu de travail pour dire qu'ils n'ont qu'à gérer le pays, mais il dit vous êtes foutus, ils ne vont pas se limiter simplement à gérer le pays, mais ils vont vous soumettre tous à la dictature, nous serons que des moutons de dictature. Donc nous devons surveiller les autorités de l'État pour qu'ils n'exagèrent et qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir. L'État doit en retour surveiller les citoyens pour qu'ils n'abusent pas et qu'ils n'exagèrent pas de leur liberté. C'est pourquoi dès le début, du contrat, nous sont écrits les objectifs
Rousseau décline les fondements de l'État et décline par la même occasion les conditions qui vont pousser à les contrats. Je vais chercher si dans notre civilisation il y aura peut-être des administrations légitimes, n'est-ce pas, capables de prendre en charge, n'est-ce pas, ce que le droit permet et ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'équilibre soient coïncidés et des gens en matière sans trouver l'objet de mon sujet. On me demandera si je suis presque au législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non. C'est pour cela que j'écris sur la politique. Et si j'étais presque au législateur, je ne perdrais pas mon temps avec ce qu'il faut faire. Je le ferai. Très bien. Je le ferai ou je me ferai. Robespierre qui revient pour renforcer et corroborer cette co-responsabilité entre le gouvernement et les citoyens en disant le vrai rôle, la vraie fonction de l'État n'est pas de rester là à chanter aux citoyens leur liberté, à chanter au peuple leurs droits. Le vrai rôle, la vraie fonction de l'État, c'est de prémunir les citoyens de leurs défauts, car des défauts le peuple en a. Le peuple est rempli de défauts parce qu'en général, c'est des gens qui ne savent pas leurs limites. C'est des gens qui ont tendance à verser dans l'abus. Il n'y a pas que le pouvoir. L'autre a dit je dis non, c'est l'homme par nature qui a une tendance et qui dérive à l'excès. L'État non seulement exagère, mais nous aussi nous exagérons. Et chacun dans son petit coin, il exagère dans ce qu'il a ou dans ce qu'il sait faire le plus. Donc alors nous ne reprenons pas. Donc nous, si on croit que nous sommes trop libres, nous avons tendance à en abuser. L'État également, s'il croit qu'il a trop de pouvoir, il a tendance à en abuser. Conséquence. Alors, la conséquence est là. Lorsque vous prenez l'avant-dernier sujet du concours général, avant de revenir sur ce sujet de cette année, qui d'ailleurs sont deux sujets similaires, la démocratie est fragile par cela même qui fait sa force. Pour nous deux points, la liberté. Voyez, le même problème revient. La démocratie est fragile par cela même qui fait sa force, la liberté. La même liberté qui fait qu'aujourd'hui, la démocratie se révèle comme étant l'un des meilleurs régimes politiques, a déjà sa force et sa faiblesse dans la liberté elle-même. Parce qu'il n'y a pas de régime démocratique s'il n'y a pas de liberté individuelle et collective. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de droits humains. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de respect, un peu à la limite de ce qu'on pourrait appeler la circulation des personnes et des biens, de l'expression du suffrage universel, la souveraineté populaire. C'est ça qu'on appelle les principes fondamentaux de la démocratie. Mais parmi ces principes, la liberté occupe une place centrale. Mais la même liberté et la force, la puissance fondent la suprématie de la démocratie sur les autres régimes. La même liberté est l'ennemi numéro 1 de la démocratie. Parce que c'est la même liberté qui fait vivre la démocratie. C'est la même liberté qui tue la démocratie. Car si encore une fois vous dites au peuple vous êtes dans un régime démocratique, mais ils ont toujours tendance à penser que tout se permet en démocratie. Vous insultez les autorités, vous faites la calomnie, vous publiez tout ce que vous voulez sur telle ou telle personne. Pourquoi Platon n'aimait pas le terme démocratie? Platon n'aimait pas la démocratie. Il dit si la démocratie signifie la loi de la majorité, alors la vérité est antidémocratique. Parce qu'on ne juge pas la vérité sur la base, n'est-ce pas, d'un groupe, sur la base, n'est-ce pas, de ce qu'ils sont plus nombreux, n'est-ce pas, ceux qui ont dit la vérité. Non, il dit la vérité est l'affaire du spécialiste. Le spécialiste, qui s'y connaît en philosophie, c'est lui qu'on doit convoquer pour parler de philosophie. On ne doit pas convoquer le peuple. Si maintenant, aujourd'hui, à l'unité 25 des parcelles, on doit discuter sur les conditions donc de bâtir une mosquée, là-bas l'avis du peuple est demandé parce que le peuple a besoin d'une mosquée ou bien d'une église. Mais si aujourd'hui, quant aux conditions de réalisation technique de la mosquée, n'est-ce pas, quant à l'ingénierie, à la plomberie et autres, on ne va pas appeler le peuple, on va appeler les spécialistes. Pour régler les deux extrémités, le peuple et l'État. Mon discours dans l'esprit des lois. Très bien. Je voudrais dire que quiconque a du pouvoir a tendance à en abuser. Et pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que dans la disposition naturelle des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc il faut tout simplement la séparation des pouvoirs. Donc nous maintenant, le pouvoir exécutif, pour assurer l'équilibre. Conséquence, le peuple doit donc être vigilant, comme également les autorités doivent
veiller et gérer l'organisation. Je pense que... Voilà, comme vous l'avez si bien dit aussi, si on croit à Saint-Paul, si tout pouvoir vient de Dieu, rebeller contre le pouvoir ou rebeller contre les dirigeants, n'est-il pas donc question de rebeller contre Dieu? Puisque c'est Dieu qui choisit ses dirigeants, puisque c'est Dieu qui choisit nos représentants, est-ce que si on se révolte contre ces derniers-là, nous ne sommes pas en train de révolter contre le Rousseau a répondu à cette question. S'il existait un gouvernement de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un tel pouvoir ne revient pas à des hommes. Que c'est bien beau de parler de ce qui est de l'État. Mais l'État n'est pas dénué de la liberté. Et on sous-entend encore, vivant dans un État indépendant, il faudrait quand même accepter qu'il y aurait forcément des gouvernés et ceux qui gouvernent. Mais quand ils gouvernent de manière aussi extraordinaire, diabolique, chaque Attali dira tout simplement l'État rend fou quiconque. En cela donc, nous devons plutôt parler également de la notion qui est la nature. Puisque le problème de l'État pose problème. Nous devons donc se définir soit de manière naturelle, soit de manière culturelle, soit de manière... Parce que de la culture, il y a toutes les formations. N'oubliez pas que la culture façonne l'homme, la culture forme l'homme, la culture individualise l'homme, la culture humanise l'homme, la culture permet l'homme de devenir un animal civilisé. De la culture nous sommes éduqués, de la culture nous avons créé, mais recréé et bâtir ce que nous sommes aujourd'hui. Il s'agit également de la société et il n'y a pas un état sans société. Donc la société également il y a des normes et les normes on doit les respecter. En les respectant, on devient encore un homme parmi le seul homme parmi les animaux de la nature, parce que nous sommes réfléchis, nous sommes des êtres doués, dotés, capables de s'étonner, mais capables de se questionner, mais capables de définir et de définir en tant qu'animal. Cette belle transition sur nature et culture permet de basculer sur cette question qui parle du rapport entre liberté et déterminisme. Je pensais justement aux déterminants naturels, je pensais justement aux déterminants biologiques, je pensais justement aux déterminants physiques, je pensais justement que souvent ne dépendent pas de nous. Les désirs, les passions, souvent ça nous transcende. Vous connaissez bien le principe consistant à dire sama xol moma goma toy ou bien sama xol soma tàggoon duma yóbbee kii coono. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parfois malheureusement notre cœur nous prend au piège et nous enferme, nous embarque dans des types de prison tels que nous nous demandons, ou plutôt on se demande waa kii nu ko waaj def ba mu topp ko nii di rey boppam. Wala ma ka tooy. Est-ce qu'il est libre hey, why? Hey, why? Parce que nous ne savons pas quand Eros va véritablement nous donner une de ses flèches. On disait d'Eros, le dieu de l'amour, il avait ses flèches, dès qu'il rencontre quelqu'un, il lui donne un coup sur le cœur. Et dès qu'Eros vous donne le coup, immédiatement vous sentez comme qu'il dirait une blessure. C'est comme si on vous a poignardé au cœur. Et vous touchez votre cœur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va dire, mais ma chance. Parce que ça arrive quand on l'attend le moins. C'est des déterminants. Est-ce que nous sommes libres d'aimer la personne de notre choix ou bien ce qui nous fait aimer est indépendant de nous? Est-ce que nous avons été libres d'être nés, d'être des Sénégalais, d'appartenir à la race noire et d'avoir tel ou tel individu comme parent? Est-ce qu'on nous a demandé notre autorisation avant de venir sur Terre? Est-ce que nous sommes libres de choisir naturellement notre pays, notre milieu d'origine? Alors, est-ce que nous sommes libres face aux aléas de la nature, aux aléas climatiques?
On a beau vouloir peut-être vaquer à nos occupations, mais s'il pleut, s'il y a du vent, s'il y a un coup de tonnerre, c'est des facteurs extérieurs. Qu'est-ce que nous pouvons, nous, du point de vue de notre libre volonté, pour changer l'ordre des choses? Est-ce que vous avez la possibilité de faire en sorte que ce mois de juin soit le mois de mars, le mois d'avril, pour qu'on recule un peu la date des examens? Est-ce qu'on a la possibilité? Donc nous avons tendance à subir. L'homme fait face aux déterminants et sa liberté est souvent hypothéquée. Même si maintenant il n'en demeure pas moins, parce que j'ai dit il y a des déterminants biologiques, des déterminants physiques, biologiques quand vous avez envie de pisser. Ou bien si vous êtes rattrapé par une diarrhée. Et que ça ferme la porte pour dire que personne ne va sortir. Est-ce que vous serez libre de rester là avec une diarrhée qui vous secoue? Oui, donc ça veut dire qu'il y a des facteurs qui nous rattrapent et qui ne dépendent pas de nous. Alors, déterminant biologique, si vous avez envie de manger, si la faim vous rattrape, si vous avez réellement sommeil. Déterminant physique, vous êtes né de taille haute, de taille courte, vous êtes né de teint noir, vous êtes né de teint clair, vous êtes né beau, vous êtes né laid, entre guillemets. Comme lui, par exemple. Tout cela, c'est des facteurs qui montrent que notre liberté est limitée, qui montrent que notre liberté est hypothéquée par des facteurs externes. Mais vous verrez certainement dans les conceptions les plus dynamiques chez les gens pour et autres, lorsqu'ils conçoivent la liberté sous son âme tout à fait totale, je vais vous rebondir sur ce point, vous verrez que l'homme va pouvoir faire face à ses déterminants et ne jamais croiser les bras. Et c'est la même avant Jean-Paul Sartre. Où l'on parle des historiciens. Avec les historiciens, donc, aussi, ils prennent une liberté, mais une liberté qui sera pensée dans le déterminement. Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser lors du sens commun, la liberté ne signifie pas absence de toute contrainte. On peut même repenser, mais on peut même être libre dans la contrainte. On peut même être libre dans le déterminé. Même étant déterminé, l'homme aussi peut être libre. Pourquoi? Eh bien, le stoïcisme nous dit qu'il y a deux types de choses. Des choses qui dépendent de nous, comme par exemple appartenir à une association, manger à 1 heure ou à 18 heures, ça dépend de moi. Avoir faim, avoir faim, c'est une biologie. Ça ne dépend pas de moi. Mais si j'ai faim, je peux donc en différer la satisfaction de ce besoin-là. Ça dépend de moi. Donc, ça dépend de moi. D'autres types de choses qui ne dépendent pas de moi, la maladie, la mort, la richesse, la pauvreté, le destin, tout ça, ça ne dépend pas de moi. Et donc maintenant, comment je dois faire en face de ces choses-là qui ne dépendent pas de moi? Donc, il faut les accepter. Donc, consentir à la nécessité, en d'autres termes, vouloir ce que la religion, chez les chrétiens, la voie royale qui vient d'arriver. Et d'ailleurs, Épictète dit la liberté comme il dit, la liberté ne consiste pas à vouloir que les choses arrivent comme il te plaît qu'elles arrivent, mais comme elles arrivent. J'accepte la loi, ça ne dépend pas de moi, je l'accepte tel qu'elle advient à moi, parce que ça ne dépend pas de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Donc il faut toujours demander que j'accepte. Spinoza ne dit pas autre chose, il dit que l'homme pense être libre, l'homme pense agir, alors qu'il ne sait pas en réalité qu'il est agir. Que ce qui le fait agir, il ne le sait pas. Que ce qui le meut, l'homme est mu. L'homme est agi par quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Mais attention aussi, cette acceptation de la nécessité, elle ne doit pas être une acceptation passive. Parce que ça ne pas ressembler à tout simplement à une, comment je parle encore, à la fatalité, voire à la résignation. C'est la résignation. Et c'est justement donc contre une telle idée-là que Engels, pas Engels, c'est le collaborateur de Karl Marx. Engels dit que la liberté ne consiste pas dans une acceptation passive des lois de la nature, mais plutôt dans la compréhension de celle-ci et dans la possibilité donnée par la même de les mettre en œuvre méthodiquement pour des fins déterminées. Donc, la nature, ces lois, elles s'imposent à nous du dehors. Elles ne sont pas donc dépendantes de nous. Alors, mais que pouvons-nous faire contrairement face à tout cela? On doit apprendre à, comme dit Francis Bacon, à être donc des spectateurs de la nature, mais pas des spectateurs passifs, pas des spectateurs naïfs. Et Bacon dit qu'on commence à la nature quand on obéit. On doit d'abord obéir à la nature, donc accepter ses propres lois. Mais ce n'est pas une acceptation parce qu'on doit donc apprendre à percer le mystère qui gouverne nos relations. Ça se trouve au point fort de la pensée spinoziste, parce qu'il s'ouvre de même la liberté tout en considérant que l'homme est dans l'illusion. Mais il dit enfin,
La liberté est toujours sauve pour ceux qui se donnent l'effort de comprendre, de percer, d'accéder à la connaissance. Seul l'ignorant, c'est celui qui ignore les déterminants qui agissent. Celui qui ignore l'ordre de la nature, celui qui ignore qu'il n'est pas un empire dans un empire, c'est seul celui-là qui perd la liberté et qui vit dans l'illusion. Mais l'homme de science, le savant, celui qui cherche à percer, à comprendre, à savoir, il y a de ces ordres, par exemple, quand il dit l'ordre des choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous, mais pour savoir ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas, il faut nécessairement réfléchir. Il faut chercher à comprendre, savoir ce qui dépend, pour pouvoir accepter passivement. Quand une chose nous arrive et que ça ne dépend pas de nous, qu'on sache que nous avons fait ce que nous avons à faire. Je dois dire en passant, lorsque vous faites tout ce que vous avez à faire depuis le début d'année, travailler rigoureusement, être assidu, rester là à faire synthèse, réviser, nuit et jour, ça dépend de vous. Et que l'examen arrive, que vous faites votre examen, que vous réussissiez ou que vous ne réussissiez pas. Il y a deux choses, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépendait de nous, c'était de travailler jusqu'à entrer dans la boîte vocale des correcteurs et des lecteurs. Ragba n'en tombait avec les armes. Mais quand j'échoue en dépit de moi, je ne dois pas, lorsque j'ai fait ce que j'avais à faire, m'en sentir trop coupable. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Tandis que réussir ne dépendant pas de moi, dépend de facteurs qui me sont externes, extérieurs. Et ces facteurs, c'est vrai, il a failli glisser, il l'a précisé. Il y a le destin, la fatalité. Dieu peut ne pas vouloir m'en réussir. Pour ceux qui croient au destin, évidemment. Mais ces facteurs peuvent avoir d'autres noms. La chance, ce n'est pas mon jour. Parce que ce jour-là, je me suis réveillé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'avais des vertiges, j'étais malade, j'avais un malaise, j'avais ceci. Parfois, il arrive que vous faites votre examen à un mauvais jour. C'est pourquoi il faut toujours jouer pour gérer vos humeurs. Vous couchez le plus tôt possible, éviter les confrontations, éviter les conflits. Parfois aussi, ça vaut mieux éteindre vos téléphones. Parce que si vous avez de ces fous qui ne comprennent rien, ils vont balancer des textos, vous créer des problèmes artificiels, vous critiquer, vous perturber. Et quand vous êtes de mauvaise humeur, la veille, le lendemain, vous devez aller faire votre examen. Imaginez dans quelles conditions vous allez composer. Alors, je m'éloigne de mon téléphone pour que personne ne me perturbe. Ensuite, je fais de mon mieux pour être dans la meilleure humeur possible. Parce que le mauvais jour aussi peut arriver. Et ça arrive à tout le monde. Et des fois aussi, on peut être de mauvaise humeur. Parce que le SMS tente à prendre une bonne nuit. Là, je souhaite très bonne chance. Ah, si tu oublies ce petit message-là, si tu décroches le baccalauréat, on va passer le très bel Ce qui est encore une fois la connaissance philosophie, mais encore conseiller, parce qu'on ne peut pas enseigner sans conseiller. Il faut les faire, et c'est la pédagogie. Donc voilà ce que j'avais dit justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie également.